Nous allons commencer dans un instant. Luc Genard, organisateur, fondateur du Salon Nino. C'est à vous le mot de l'accueil, Luc. Oui, avec plaisir. Eh bien, on vous écoute avec plaisir, nous aussi. Voilà, donc ça me fait plaisir de pouvoir introduire cette dernière soirée débat. Débat qui se cadre dans le Salon de l'innovation. C'est la 4e épreuve que nous menons ensemble, la ville de Namur, le développement économique en particulier, avec l'Université de Namur. La ville de Namur, l'institution et son université qui ouvrent ses portes ou leurs portes pour accueillir les entrepreneurs et remettre leur travail en question. Donc c'est sur base de cette remise en question, de l'innovation de chacun qu'on arrivera à progresser, à créer de la richesse, créer des contacts, créer un réseau. Et c'est ce réseau qu'on a voulu vraiment mettre en valeur ces 2 jours-ci, parce qu'on s'est rendu compte lors des 3 précédentes réunions Nino que le réseautage était extrêmement important, il était productif de rencontres intéressantes, il était productif de pouvoir mettre ensemble des technologies semblables ou complètement différentes. Et c'est la richesse d'une petite ville comme Namur de pouvoir avoir un rayonnement large au sein de la Wallonie pour mettre ces innovations en avant. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long, je vais juste excuser Willy Borsu, Pierre-Yves Jolet et Eliane Thieux qui n'ont malheureusement pas pu se présenter. Ils sont en vacances ? Ils sont occupés ailleurs. Jean-Marc Van Espen aussi. J'ai Bernard Guillit qui est en représentation aussi à l'étranger et qui aurait bien voulu venir. Mais voilà, il est parti en Corée. Moi, je reviens de Louisiane. Donc, on est internationaux aussi au collège. Arnaud Gavrois n'a pas pu venir non plus. En revanche, j'ai quand même quelques personnes qui sont là et j'ai vu Laurence Lambert. Voilà, elle est là, Laurence. Ça fait grand plaisir de te voir ici, qui te classe aussi dans le management de l'innovation. Donc, ça fait grand plaisir de te voir. Tu as été dans ma commission pendant quelques années. On s'est rencontrés au Conseil provincial. Donc, bienvenue ici à cette conférence. Voilà. Merci, Luc Genard. Et nous vous présentons notre panel ce soir avec tout d'abord, pour représenter Infopole, Sandrine Quabion, bienvenue. David Pribilinek, un nom facile à prononcer, mais qui vaut combien au Scrabble ? Au Scrabble, je pense qu'on peut monter jusqu'à un triple. Je pense qu'on peut même aller chercher une victoire. Donc faites attention, ne m'invitez pas. Voilà, ou alors on vous invite en sachant qu'on va perdre. Laurent Bounamo de la police fédérale, Computer Crime Unit. Non, pendant 10 ans à la Computer Crime Unit. Maintenant, je maintenant suis conseiller en sécurité auprès du commissariat général. C'est bien mieux. C'est différent. C'est une promotion ? C'est pas une promotion, c'est un suivi de carrière. Voilà, respect de la vie privée, on n'en saura pas plus. Christophe Hermans, bienvenue, Vigo International, Vigo Universal, hein, mais international aussi parce que vous travaillez avec le Liban notamment. Benoît Hugues pour Digital Wallonia, bienvenue au club. Benoît Frenet, Université de Namur, à la faculté d'informatique, et vous êtes hyper actif là-bas, je pense. Vous vous amusez bien ? Très chouette endroit pour travailler. Voilà, et vous allez nous parler d'intelligence artificielle. Ouais. Philippe Créteur pour Innovatech, que tout le monde connaît désormais, qui promeut les innovations wallonnes, et bien sûr le patron de la faculté de Namur, Naji Abra. Pardon, mais c'est parce que j'ai été étudiant jadis, et pour moi ça restera la faculté de Namur, quand j'étais encore étudiant d'Yves Poulet, qui n'était même pas encore à votre place avant, vous voyez, il y a très longtemps. Bienvenue Naji Abra. Ça se passe bien? C'est chouette d'être le boss ici? Ouais? Je suis pendant 30 ans prof d'informatique. Donc vous savez de quoi on va parler ce soir, effectivement. Christophe Hermans, vous avez développé Vigo Universal et vous êtes maintenant actif jusqu'au Liban, alors que c'est une technologie Namur, made in Namur. Hein. Comment on arrive au Liban quand on démarre d'une petite entreprise namuroise située tout d'abord dans le centre-ville, maintenant à Ouépion, route de Saint-Gérard? Comment vous êtes arrivé à vos fins? Comme dirait Luc Génard tout à l'heure, on y arrive grâce au networking. C'est des rencontres sur des événements comme ceci qui m'ont permis de rencontrer une société parisienne qui recherchait une société spécialisée dans la reconnaissance gestuelle pour un travail au Liban. Et voilà, donc c'est vraiment du networking. Et de là, de fil en aiguille, on est rentré en contact avec le Liban et on leur a développé un logiciel pour le musée, spécialement pour leur exposition, en fait. Le musée des minéraux. Voilà, donc le musée des minéraux. Mais vous faites quoi pour eux alors? Pourquoi est-ce que Namur est meilleur que Paris ou Londres pour développer un concept pour le musée des minéraux de Beyrouth? C'est à Beyrouth? Oui, c'est à Beyrouth, mais
Pourquoi les Namurois sont meilleurs? Je veux dire, pourquoi les Belges et pourquoi les Européens sont meilleurs? Je fais pas mal de voyages en Chine, aux États-Unis, ce genre de choses. Et souvent, ce qui ressort, c'est que ce qui est intéressant chez nous, c'est les idées, c'est la créativité. Donc on a une capacité à innover, à trouver des nouvelles choses, ou dans des autres pays, ils ont plus de capacité à copier et à faire en masse. Donc c'est vraiment le savoir-faire qui est recherché chez nous, et ces idées créatives et innovantes. Et vous avez créé quoi pour eux? Alors expliquez-nous concrètement, en quelques mots. Là, concrètement, ils avaient retrouvé un squelette d'un ptérodactyle, et ils voulaient que ce soit ludique pour les enfants. Donc on a fait une sorte C'est quoi le thermodactyle dont vous parlez? Ptérodactyle, c'est un oiseau, un dinosaure qui vole. Hein, voilà. Et ils avaient envie que ce soit ludique pour les enfants et que les enfants apprennent un peu en jouant. Et donc, on a mis les enfants dans la peau du dinosaure. Et donc, ils sont devant un très, très grand écran. Et quand ils se mettent à une position dans la salle, s'ils tendent leurs bras, ils deviennent l'oiseau. Et donc, quand ils se penchent à gauche ou quand ils se penchent à droite, l'oiseau va voler à gauche, à droite. Et ils vont battre des ailes et ils font un parcours comme ça. Et ce parcours se fait dans l'habitat de l'époque du dinosaure. Donc, on fait passer une information à travers le jeu, c'est ce qui s'appelle le serious game. On fait passer une information éducative à travers le jeu. Et vous avez tout développé pour que ce soit marrant, chouette, sympathique, Oui, bien sûr. en plusieurs langues? Là, il n'y a que des gestes, donc il n'y avait pas trop besoin de traduire le fait de faire voler un oiseau. Je crois que c'est universel le fait de faire ça, vous savez, donc tout le monde le fait facilement. Vous parlez d'écran géant, vous pouvez également envoyer vos messages sur notre écran géant, sur le SMS 0460 203 017. Tout le monde a retenu, j'en suis sûr. C'est 203 017 0460 ou sur le hashtag Nino 2017 via Instagram et Twitter. Vous pouvez donc envoyer des questions sur notre écran, que ce soit de chez vous, via votre Facebook Live ou dans la salle, évidemment. Digital Wallonia, on va parler avec vous, Benoît Huc, on va parler avec tout le monde d'ailleurs, hein, c'est un peu le but, sinon on ne vous aurait pas invité. Digital Wallonia, c'est la volonté de la Wallonie, partie d'indépendants, de faire de la Wallonie un pôle digital, on va dire numérique, puisque le mot digital c'est anglais, hein, en français on dit numérique, compétitif. On était un peu en retard, et grâce à Digital Wallonia, qui a été reprise par le gouvernement wallon, on rattrape le retard en Wallonie, du niveau numérique, du développement numérique. En tout cas, l'ambition est là pour que Digital Wallonia, qui est effectivement le nom, le branding de la stratégie numérique de la région wallonne, soit effectivement... La Wallonie. On doit dire la Wallonie, non? De la Wallonie, qui est une région wallonne. Bon, et donc, effectivement, je crois qu'on peut être fier que le gouvernement wallon et le nouveau gouvernement également... Ils ont repris, ils ont fait un copy-paste. Cette stratégie a été d'abord crowdsourcée, comme on dirait en anglais, c'est-à-dire fournie par les gens du terrain début 2015. Et depuis 2 ans et demi, elle est en œuvre, elle est en mise... elle développe le numérique sur 5 thèmes, et donc pas uniquement les aspects économiques. Effectivement, le numérique est une opportunité pour les entreprises, est aussi un secteur, Vigo est un exemple, est un secteur de business pour développer des produits et des services. Mais vous permettez quoi alors? Ça permet quoi, Digital Wallonia, concrètement? Si vous avez 30 secondes pour nous convaincre que c'est formidable. Je dirais 3 choses. Un, c'est d'abord de rendre fiers les Wallons par rapport au numérique, et que le numérique n'est pas uniquement une source de perte d'emploi, mais donc de montrer que le numérique est une source d'opportunité pour les entreprises, mais aussi pour les citoyens. On va perdre des emplois d'un côté, mais on va les récupérer, voire les multiplier d'un autre. Comme dans toute évolution et révolution, il y a effectivement des phases de décroissance et de croissance. 2, c'est effectivement, Digital Wallonia permet à ces bonnes pratiques d'être mises en évidence et d'inspirer et de sensibiliser les acteurs wallons à ces opportunités, parce qu'effectivement il faut être fier, mais il faut d'abord aussi avoir des exemples concrets pour sensibiliser à ces évolutions. Un exemple concret auquel vous pensez là tout de suite? Sensibilisation, clairement, par exemple, on parle d'industrie 4.0, c'est-à-dire le renouvellement de l'industrie manufacturière grâce au numérique, et donc c'est effectivement un roadshow qu'on a organisé cette année-ci auprès de plus de 300 personnes, entrepreneurs, industriels, pour leur montrer c'était quoi le numérique comme source d'opportunité pour leur entreprise
PME principalement. Il y a des retours, on sent que ça prend. Les retours, effectivement, on sent que ça prend. Et donc, on a sur la plateforme digitalwallonia.be, vous pourrez aller voir des bons exemples, je dirais, d'entreprises qui ont effectivement utilisé le numérique pour innover. Et, quelle entreprise, par exemple? Citez un nom qui vous vient comme ça en tête. Les exemples qu'on cite en général, c'est Procoplast, c'est BEA. C'est-à-dire Procoplast, New Pharma, etc. Procoplast, je vais prendre l'exemple de New Pharma parce que c'est un exemple plus proche d'ici. C'est effectivement utiliser l'e-commerce pour pouvoir vendre des produits parapharmaceutiques. Et donc, cette entreprise a cru en termes de chiffre d'affaires et d'emploi grâce à l'e-commerce. L'e-commerce, c'est quand même un moyen pour avoir plusieurs milliards de clients, si je puis dire, au bout d'un clic. Et enfin, troisième élément, au-delà de la sensibilisation et de montrer les bonnes pratiques, c'est aussi d'aider concrètement les entreprises à rentrer dans cette dynamique et aider les écoles à rentrer dans la dynamique du numérique, parce qu'on ne touche pas uniquement les entreprises, comme je le disais, les écoles, les citoyens. Et donc, c'est des projets d'équipement d'école, ce sont des projets de chèque entreprise qui permettent aux entreprises d'avoir accès à des compétences pour les aider à progresser au niveau numérique. Et donc, il y a vraiment l'aspect accompagnement et aide. Et c'est aussi le développement du haut débit, fibre optique, au niveau de la connectivité zoning, la connectivité école. Et donc, il y a tout un volet, je dirais, d'investissement du gouvernement wallon pour développer et accompagner ce développement. On salue la présence de Guy Delforge, un parfumeur namurois qui, grâce au numérique, vient de développer son entreprise à 76 ans. Félicitations, monsieur Delforge, qui se trouve là-bas. Vous voulez pas venir nous dire un petit mot sur le développement web de votre entreprise, qui vend maintenant des parfums partout dans le monde? Venez au micro, parce que ça sera plus facile. Venez près de Sandrine Coabion, c'est une très bonne compagnie. Il est clair que dans notre métier, l'application du numérique, l'e-commerce, c'est sensationnel, parce qu'un petit produit haute valeur ajoutée, on peut faire le tour du monde. C'est ce que vous faites maintenant. Nous avons mis un nouveau site en route ultramoderne il y a 2 ans maintenant, et on en voit les résultats. On est en train de faire déjà le tiers du chiffre d'affaires dans l'Union européenne. Donc hors Belgique, vous faites 30% de votre chiffre hors Belgique, des gens qui ne sont peut-être jamais venus à la Citadelle dans votre atelier, qui ont entendu parler. La région francophone du pays, ça fait 48 ou 49%. Et puis on fait 19% en Flandre, et puis on fait le reste, donc plus de 35% à l'extérieur. Donc grâce à l'e-commerce. Et ce qui est surtout important, c'est qu'on voit une évolution qui est vraiment formidable. On fait plus 39% en un an pour ce qui est la partie donc wallonne du pays, 24% à la grosse louche en Flandre, et le reste Union européenne. Hors Union européenne, le monde. Voilà. Donc on y croit, c'est clair. Allez-y, il faut foncer, c'est sûr. Voilà, vous êtes un jeune débutant de 76 ans. On vous félicite en tout cas pour avoir cru dans le web et c'est une super aventure. La Wallonie numérique existe. Mais effectivement, ce sont des cas comme ça qui sont incroyables. Et en plus, on sait que dans quelques années, on pourra avoir les senteurs des parfums à travers le web avec des imprimantes 3D. On en parlait cet après-midi lors des ateliers. David Primilinek, vous êtes un spécialiste de Facebook. Vous avez cru en 2012 à Facebook, aux vidéos sur Facebook, parce que Facebook ne faisait pas de vidéos avant 2012. Vous vous êtes dit, il faut vraiment dynamiser le marketing sur Facebook. Il faut que les entreprises aillent chercher des nouveaux marchés grâce à Facebook. Quand on dit entreprise, c'est aussi la boucherie dans votre village, hein. Alors oui, je vois que vous aimez bien cet exemple. Donc oui, j'ai démarré comme ça. Donc, à savoir, donc, j'ai un passé de technicien en informatique. J'ai toujours été passionné par le marketing, et c'est effectivement lors de l'arrivée donc de la fonction vidéo sur Facebook que j'ai compris en fait l'arrivée d'un nouveau potentiel. Et ce potentiel, c'était quoi? C'était le remplacement tout simplement de la pub TV par une pub sur Facebook, adaptée justement aux nouvelles tendances, en apportant quelque chose, une vraie plus-value en fait pour les clients. Et au niveau donc, de ce petit exemple, j'ai commencé par mon boucher de village qui dépensait un budget publicitaire donc, dans la presse papier de l'ordre de 1 200 €. Et je lui ai proposé en fait pour, je pense, un tiers du prix par rapport à son budget annuel. Donc 400 de créer €. Oui, entre 400 et 500 € à l'époque. Hein, donc c'était vraiment mes débuts. Je me suis dit, je vais tester. Vos tarifs ont augmenté depuis lors, c'est ça que vous voulez dire? Alors non, c'est que en fait... oui et non. Alors, non, mais c'est pas grave, c'est pas le problème. Non, on va pas débattre là-dessus. Mais on va dire qu'au début, j'ai vraiment fait en fait une phase test. Donc, il faut s'imaginer que quand vous dites à votre famille, à vos parents, je vais quitter un CDI où je suis technicien en informatique, j'ai un poste, j'ai des responsabilités, et je me lance en fait dans le challenge de concurrencer la télévision, la radio, tout.
le secteur de la publicité. Et la Alors, presse, la presse, quotidienne. qu'elle soit écrite, que gratuite, payante, etc. Donc au début, je peux dire que j'ai pas forcément eu le soutien de tout le monde, ça c'est sûr et certain. Mais après, j'ai vu que ça fonctionnait. Donc au début, ma phase test, ça a été vraiment d'apporter un coup, d'abord vraiment coûtant auprès des commerces. Et quand j'ai vu que ça fonctionnait, que les gens en fait mordaient, parce que pour 2 raisons. La première, c'est qu'on apporte une nouvelle dynamique, c'est-à-dire que c'est toujours agréable pour vous, utilisateurs de Facebook, de voir votre commerçant, votre boulanger, etc., se prêter au jeu de l'image. Donc vous faites des petites vidéos de Donc, 15 ce sont à des très 45 courtes secondes. vidéos. Alors au début, donc j'ai cherché la meilleure façon, et ensuite, au fur et à mesure donc des réalisations, on s'est aiguisé, on a mis en place une certaine méthodologie qui est déposée, puisque mes capsules vidéo, portent donc la marque VidAds, des termes anglais Video Ads, et alors on communique dessus en étant donc justement une nouvelle façon de communiquer. Et votre boucher, il est passé de 3 personnes du personnel Alors donc à mon combien? boucher, c'était donc le monsieur aidé donc de sa femme et de son fiston. Et alors je vous invite à aller voir à l'Aube, puisque c'est ma plus belle démonstration. C'est la meilleure boucherie de l'Aube. Ils sont à 8 voire 9 parfois. Ils ont agrandi, ils ont un service traiteur. Et mon plus beau succès, c'est qu'en ayant compris qu'on pouvait communiquer donc de façon originale sur Facebook, et puis on a su convaincre des gens de Chimay, de Nivelles, et même au-delà, de faire donc plus de 50 km pour venir chercher donc des colis de viande, parce qu'on a su porter à travers cette nouvelle communication sur Facebook les valeurs de cette entreprise, à savoir un circuit court, à savoir quelque chose d'artisanat. Et ça, je l'applique pas évidemment qu'à des petits commerces, à d'autres structures, et on a pas mal maintenant de clients chez AV Productions qui nous font justement confiance pour ça. On apporte vraiment ce vent frais. Vous dites qu'avec Facebook, pour 4 €, on peut toucher combien de personnes? Alors voilà, donc en moyenne, par exemple, sur une vidéo, pour 4 €, vous pouvez sélectionner environ 1600 personnes qui correspondent à 1, voire 2 et parfois 3 critères, selon évidemment votre secteur. Et ce qui évidemment apporte quelque chose de superbe, puisque aucun autre moyen publicitaire ne peut trier sur le volet des gens pour vous mettre en contact avec 1600 prospects. Et ça, c'est vraiment quelque chose de chouette, et c'est ce que nous faisons avec nos vidéos. Il y a 7 millions de Belges qui sont connectés à Facebook. Alors oui, donc entre 3 et 13 minutes par jour. Alors oui, donc le Belge passe en moyenne entre 3 et 13 minutes par jour. Oui, il y en a beaucoup plus. J'ai des noms, même ici, il y a des noms, ils font plus. Donc voilà, et alors actuellement, donc, sur les 11 millions et quelques de personnes qui occupent la Belgique, effectivement, 7 millions ont un compte. Donc, qui n'a pas de compte Facebook dans l'Assemblée? Qui n'a pas de compte Facebook? Voilà. Nous avons 2 personnes, donc effectivement, toutes les autres personnes, les 1500 personnes qui sont dans la salle ont un compte Facebook. Heureusement que les caméras n'ont pas filmé la salle. Et donc, effectivement, Facebook, pour vous, c'est l'avenir. En tout cas, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Alors, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour communiquer et pour en fait donner l'occasion justement aux gens qui ont une activité, un business, un événement, quel qu'il soit. C'est pour moi, effectivement, comme vous dites, le plus rentable de faire passer le juste message, et surtout, là je presse un peu ma chapelle, mais c'est un cas, avec l'audiovisuel, ça va donner l'occasion de passer le juste message et de ne pas laisser place à l'interprétation. Un flyers, les gens vont lire avec leur filtre. La radio, on l'écoute mais sans concentration. Par contre, une vidéo, on a l'image et le son et on peut vraiment aller donner les valeurs exactes que l'on veut. Avec un brin d'émotion, sans doute aussi. Et parfois avec un brin d'émotion, un brin d'humour, tout ce qui peut faire en sorte que vous devenez viral. Voilà, et parfois des dérapages, mais vous essayez de les éviter. Voilà. Sandrine Coibion, ça vous inspire quoi tout ça? Vous êtes la boss de Infopole, qui est une émanation de l'Université de Namur en collaboration avec Digital Wallonia. Et vous croyez en Facebook, dans les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que ça? Non, il n'y a pas que ça, effectivement. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont importants pour la visibilité et la notoriété des entreprises. Maintenant, il n'y a pas photo, une entreprise sera performante si ce qu'elle propose est à la hauteur de ce qu'elle vend. Ça, c'est le minimum. C'est le minimum. Donc les réseaux sociaux, c'est certainement une très bonne chose, mais on en a parlé cet après-midi, si c'est pour aller vendre du vent, on peut faire très vite des bad buzz, on peut très vite être avec une notoriété qui est non pas croissante. Les mauvais restaurants, par exemple, qui sont évidemment décotés, voilà. Avec évidemment des points très négatifs. Voilà, donc, mais bon, les réseaux sociaux, c'est une chose, il n'y a pas que ça. Les entreprises aujourd'hui, si elles sont performantes, c'est aussi parce qu'elles intègrent les nouvelles technologies. Il n'y a rien à faire aujourd'hui. On est dans un monde qui est extrêmement mouvant. Le numérique est présent et le sera encore plus davantage, sera au service de l'entreprise pour performer, pour croître et pour grandir, et ce, à tout point de vue. Pareil dans la vie privée, le numérique, il est présent tous les jours. Objets connectés, téléphone, smartphone, j'en passe des meilleurs. On est bercé dans le monde du numérique et ça ne fera que s'amplifier avec le temps.
Et on se pose tous la question, que fait la police pour éviter les dérapages, éviter les hackings, éviter le phishing? Laurent Bounamo, vous êtes notre représentant policier. Est-ce que la police a les moyens de contrer des sites ou des hackers qui sont situés en Russie, en Chine, et qui viennent spolier les données d'une entreprise qui est très connectée, qui diffuse sur Facebook ou sur n'importe quel site web toutes ces données, son organigramme? Il faut faire attention à quoi? Il faut déjà faire attention, il faut essayer déjà de ne pas arriver là. Parce que quand vous dites, à partir du moment où il y a eu un événement, un incident, ben c'est déjà un petit peu trop tard. Et c'est clair que la police n'est un des acteurs de la sécurité. Le premier des acteurs, c'est vous-même. C'est le citoyen, c'est le chef d'entreprise qui a intérêt à protéger ses données. Mais comment? Concrètement, on protège comment? Eh ben, en mettant en place, en tout cas, toutes les bonnes pratiques qui sont diffusées de manière régulière. C'est-à-dire, on essaie de s'identifier sur un site web ou sur un service web de manière le plus sûr possible. Donc on évite un mot de passe un petit peu trop simple, mais surtout de plus en plus, un mot de passe ne suffit plus. On utilise des moyens de double authentification. Donc maintenant, moi, quand je me connecte sur mes sites, réseaux sociaux ou autres, j'ai un login, un mot de passe, mais également je reçois une notification par SMS ou via une application qui est un deuxième moyen de contrôler mon identité. Et ce sont des choses que les gens ne font pas assez et les entreprises non plus, qui ont une certaine responsabilité parce qu'elles enregistrent pas mal de données personnelles, par exemple, des gens qui se connectent, par exemple, à leur service. Et une des choses à faire, évidemment, c'est de protéger un maximum ces données. Alors jusqu'ici, disons qu'il n'y avait pas une priorité très forte qui était donnée à la protection de ces données. On se disait, bon, s'il m'arrive quelque chose, eh bien, on dira toujours que voilà, c'était pas voulu, évidemment, et qu'on avait fait notre possible. Il se fait qu'à partir de mai 2018, pour ceux qui ne le savaient pas encore, on parle de la mise en place d'un nouveau règlement européen sur la protection des données, le GDPR. C'est important, avec vraiment une nouvelle approche et des nouveaux contrôleurs. En tout cas, l'approche, voilà, c'est de dire aux gens qu'il faut faire attention, c'est une chose, mais on va essayer maintenant de d'abord mettre le focus sur la protection des données, c'est l'Europe qui veut ça, et de dire, et on va instaurer au sein de chaque État membre une DPA, donc une autorité nationale de protection des données, qui aura comme objectif de faire respecter l'ensemble de ces bonnes pratiques. Et donc il y aura des policiers de la vie privée disons qu'il y aura des gens qui seront censés, s'il y a une dénonciation par exemple, mener par exemple des enquêtes. Et donc ça c'est quelque chose qui n'existait pas encore. Vous voyez que la police n'est toujours qu'un des acteurs. Il y aura donc maintenant d'autres entités qui pourront rentrer. Des fonctionnaires, tout à fait. Dépendant du ministère. Pour les petites PME ou même les plus grosses. Donc les patrons aujourd'hui ne pourront pas dire on ne savait pas, et ils vont être obligés de, par exemple en cas de plainte de citoyens ou d'un groupement de citoyens, ce qui est aussi possible, les class action aujourd'hui, de s'adresser au patron de l'entreprise et de demander qu'est-ce que vous avez pris comme mesure en tant que bon père de famille pour protéger nos données. Et là, si le patron n'arrive pas à se justifier correctement, à nouveau, il y a des amendes qui pourront aller jusqu'à 2-4% du chiffre d'affaires, avec un maximum de 20 millions, enfin, soit. Avant d'en arriver là, il va falloir... 20 millions d'amendes, c'est pas tant que ça. Ça pourra faire partie peut-être de coûts divers et varier en fonction de la taille de l'entreprise. Ce n'est pas déductible fiscalement, les amendes. Mais attention, évidemment, sur ça, c'est juste l'aspect financier, et le plus important, et on l'a dit, c'est l'aspect image de marque d'une entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à récupérer, évidemment, et qui ne se chiffre pas facilement. Donc avec ça, j'ai toujours pas répondu sur ce que faisait la police, donc j'arrive à éviter le sujet. Mais que fait la police? Évidemment, au-delà donc de la partie prévention, awareness, évidemment, quand il arrive quelque chose, c'est clair que vous pouvez vous adresser en tant que citoyen ou en tant que chef d'entreprise, au sein de vos commissariats, vous serez redirigé vers des unités spécialisées. Mais ils ont des moyens d'aller chercher disons qu'on n'aura jamais assez de moyens russe. Voilà, on n'aura jamais assez de moyens, mais ce qu'on fait, on rassemble quand même en général un ensemble de données et on fait grandir le cas et le dossier. Et quand le dossier est suffisamment grand, il est mis évidemment à l'instruction par exemple, et là un magistrat fait une analyse coût-bénéfice de la possibilité d'aller retrouver
le groupement criminel, puisque de plus en plus il s'agit d'organisations vraiment criminelles organisées. Et qui demandent des rançons quand ils prennent les Ça, c'est données quelque chose d'entreprise, que, etc. voilà, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être, c'est ce qu'on appelle les ransomware, qui sont... Mais c'est courant ou c'est exceptionnel? Non, ça c'est très courant depuis de nombreuses années quand même. Tout le monde est exposé à ça. Oui, mais disons que un ordinateur, un appareil, dès qu'il est connecté à l'Internet, eh bien, s'il n'est pas assez protégé, il peut facilement se voir bloqué. Alors, un ordinateur personnel en soi, c'est peut-être pas si grave, si ce n'est que vous perdez peut-être la majorité de vos données, de vos photos, de vos vidéos. Votre enfant a 12 ans et vous avez suivi toute son évolution en faisant des photos tout au long de sa petite courte vie jusque-là. Eh bien, si vous n'avez pas pris les mesures nécessaires pour backuper vos données, par exemple, eh bien, vous pouvez voir l'ensemble crypté et non accessible. Et donc, il vous demande 10 000 euros pour rendre ça accessible, ce qui est quand même pas sympa. On vous demande en tout cas une certaine somme pour rendre accessible à nouveau. Et là, vous faites un choix. Soit vous dites non, moi, je n'interviens pas et je n'agis pas pour leur donner raison. C'est d'ailleurs le conseil que la police vous donnera, évidemment, de ne pas payer. Mais il y en a qui payent. Il y a des entreprises il faut couper le micro pour ça. Non, voilà, il y a des entreprises évidemment qui payent parce qu'une fois qu'on a dit on ne paye pas, il faut aussi rester réaliste et parfois quand même en payant, on peut récupérer ces données. Donc c'est quelque chose peut-être qui peut servir de leçon quand ça vous arrive. Et à nouveau, je reviens sur l'aspect prévention. Faire le nécessaire pour se protéger, ça veut dire engager peut-être les bonnes personnes, faire appel à une société de consultance pour faire peut-être un audit un petit peu rapide de la sécurité informatique, de son réseau, de son entreprise, pour éviter toutes ces mauvaises nouvelles. Mais on n'est jamais sûr à 100% qu'on n'aura pas de mauvaises nouvelles. Là, le risque zéro n'existe pas. Non, bien sûr. Voilà. Mais quand je prends l'avion, c'est la même chose. La voiture, c'est encore pire. Et donc, oui, aujourd'hui, la vie est pleine de risques et on les accepte parce qu'elle nous apporte plein d'opportunités également. Votre collègue Olivier Bogert nous disait cet après-midi que les gangs sont situés surtout en Russie et dans la zone Chine-Russie, donc des zones pas très sympathiques. C'est pas facile d'y aller, en tout cas en commission rogatoire, c'est vrai. Et c'est la difficulté, localiser des gens qui interviennent. Alors, donc, tout se passe sur base d'une adresse IP, évidemment. Et une adresse IP, aujourd'hui, on peut facilement faire semblant qu'on passe par, disons, un certain pays. Et en fait, on est tout à fait dans un autre, via des réseaux un petit peu cachés et tortueux sur le net. Et donc, on ne sait pas toujours dire facilement d'où provient l'attaque. Ce qu'on constate parfois quand même, c'est quand une attaque a lieu, par exemple une vague de ces fameux ransomware, donc le PC qui est complètement bloqué ou quoi, mais on constate parfois que certains pays ne sont peut-être quasi pas du tout touchés. Et voilà, si c'est le cas de la Russie par exemple, on sait que dans la culture russe, on n'attaque pas la mère patrie par exemple, ça peut donner une indication qui va un petit peu plus loin que juste l'adresse IP en tout cas. Et c'est vrai que pour ça, on ne sait pas toujours faire quelque chose. À nouveau, il ne faut pas attendre de la police qu'elle règle tous vos problèmes. Donc c'est vous qui êtes ce qu'on appelle le responsable final, le responsable du traitement des données que vous avez à votre disposition. Et c'est à vous à garantir simplement la sécurité de vos services. Voilà, Naji Abra, ancien prof d'informatique. Ça vous inspire quoi, tout ça ? Vous vous dites qu'on vit dans un monde de fous ou dans un monde merveilleux ? Ou les deux ? Les deux. Prenez un micro. Oui, prenez ce micro-là, je pense. On va voir s'il fonctionne, mais c'est certainement le cas. Voilà. Voilà, on vous donne. On peut parler sans micro. Non, mais il faut que pour le Facebook Lab, je pense qu'on a besoin d'un micro. On va jouer la sécurité avec celui-ci. L'université suit l'évolution technologique. Il est branché ? Voilà, Donc l'université, on suit l'évolution technologique depuis ses débuts, avec ses risques. L'informatique a commencé en 1968, on est les premiers en Europe à avoir une faculté d'informatique, on suit ces évolutions technologiques et c'est pas un hasard, depuis le début, les 10 premières années, on avait une sensibilité, peut-être je vais m'éloigner plus, voilà. Une sensibilité aux risques de la technologie, donc les risques de vie privée. C'est un des risques que vous avez soulevé et pris en charge par une équipe des juristes et des sociologues qui sont aussi en avance, qui ont tiré la sonnette d'alarme depuis les années 70, je dirais, de risques que nous vivons aujourd'hui.
Donc l'université de Namur se positionne en université leader en termes d'informatique en Wallonie. Hein. Sans doute, oui. Je dis les leaders historiques, mais j'espère aussi les leaders technologiques. Donc pour vous, c'est vraiment une thématique très très importante. En 68, je dis, c'était quand même un rêve fou d'un assistant un peu fou qui est devenu professeur, qui a convaincu un père jésuite que l'informatique est quelque chose, c'est l'avenir. On va fêter les 50 ans de mai 68, mais les 50 ans également de l'informatique à l'université de Namur. On a créé une faculté qui est en dehors des facultés de mathématiques et d'économie. Je suis peu fier, je ne suis pas peu fier aujourd'hui d'être les premiers historiques. Maintenant, on a continué l'évolution, la création de l'infopôle, les recherches en intelligence artificielle, en objets intelligents, etc. Mais en parallèle, ce que vous évoquez, ce qui intéresse le grand public, c'est le risque de la technologie. Le risque qu'on évoque régulièrement, je dirais tous les 10 ans. Il y a des recherches. L'université de Namur participe aux recherches pour sécuriser. Bien sûr, oui. Les recherches en sécurité, mais les recherches sur la vie privée. Je crois que le Centre informatique et droit, dans les années 70-80, se penchait sur la question pour accompagner le législateur dans l'arsenal juridique. Parce que plus la technologie évolue, plus on a besoin d'un cadrage juridique et citoyen plus évolué, pour maîtriser, ou en tout cas pour contrôler les nouvelles lois qui vont entrer en application en mai 2018, c'est demain. Nouveau pavillon aussi à la Citadelle et le Grognon qui sera un pôle informatique. L'université de Namur est partenaire potentiel pour équiper évidemment avec la ville lieux. de Namur, en fidélité avec son histoire et l'histoire de la ville qui reste une ville moyenne, une ville de service, de nous positionner comme le pavillon, le port numérique wallon. Voilà, ce sera au Grognon. C'est la volonté du bourgmestre, en tout cas. Le port numérique au sol et à la Citadelle. Le pavillon. Le pavillon de Milan qui revient et qui sera équipé d'éléments interactifs. Il y a plein de projets pour le moment, mais qui vont émerger de ce genre de salon. Tout à fait. Des contacts avec les innovateurs, je dirais. Et le public, évidemment, et le public qui pourra donner son avis et ses opinions. Voilà. On parlait d'intelligence artificielle. Benoît Frenet. Prenez le micro, hein. On espère qu'il résonnera moins. Effectivement, il y a un petit effet Larsen entre le micro et moi quand il est dans cette direction-ci. L'intelligence artificielle, c'est votre dada. Vous êtes prof à la faculté d'informatique. Ouais. C'est quoi l'intelligence artificielle dans tout ce développement technologique dont on parle ? Large question. Donc l'intelligence artificielle ici, c'est quelque chose qui n'est pas du tout neuf. Hein. On en parle depuis facilement 70 ans. Simplement maintenant, du fait de technologie, qu'il y a pas mal de choses qui sont prêtes, qu'il y a énormément d'investissements, tout d'un coup, ça vient sur le devant de la scène, mais ça fait un petit bout de temps quand même que les gens s'y intéressent. Et actuellement, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle des IA faibles. En fait, ce sont des programmes. IA, intelligence artificielle. Oui, c'est ça, intelligence artificielle, pardon. Des programmes, en fait, donc, comme vous avez sur votre smartphone, sur votre ordinateur, qui font des choses qui, pour nous, humains, demanderait de l'intelligence. Donc ça va être, par exemple, jouer aux échecs. Ça va être, par exemple, prédire si tel ou tel client risque de partir à la concurrence. Autant de petites choses. Alors, ce qui est important de bien comprendre, c'est que ce sont des problèmes bien spécifiques à chaque fois. Donc ce sont des programmes qui résolvent avec intelligence des problèmes spécifiques. Mais si je demande à un programme qui sait prédire si un client va partir à la concurrence de jouer aux échecs, il n'y arrivera pas. Parce qu'il est conçu pour quelque chose de très, très, très spécifique. Il n'est pas si intelligent que cela, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, c'est ça. Donc on est encore très, très loin de ce qu'on peut voir dans des films ou dans des romans. Mais justement, en parlant de romans, le roman Game of Thrones est réécrit par un ordinateur qui utilise l'intelligence artificielle et ça marche ? Alors ça, c'est justement peut-être un bon exemple pour montrer à la fois comme c'est passionnant, fascinant et en même temps, il y a encore énormément de choses à faire. Donc en fait, c'est une information qui a fait le buzz il y a, je crois, un petit mois, quelque chose comme ça. Donc un scientifique qui aurait écrit un programme capable d'écrire le prochain tome de Game of Thrones. Génial. Oui, excellent. Alors effectivement, le scientifique a donné à manger les, je crois, 4 millions de caractères qui avaient été écrits par George Martin. Le programme a tout digéré et puis a pondu le prochain tome de Game of Thrones. Sauf qu'évidemment, quand on lit ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que le programme a appris en fait à singer George Martin, à écrire comme George Martin. Et donc simplement, il mettait à la suite l'un de l'autre des mots. Et donc le résultat est bluffant dans la mesure où on dirait vraiment que c'est de George Martin. C'est le vocabulaire, la façon d'écrire. C'est les phrases qui veulent dire quelque chose ? Les phrases en elles-mêmes, souvent, ont du sens. Individuellement, mais par contre, quand on les met ensemble, on se rend compte
que cette fameuse IA, en fait, n'a pas de fil rouge et est incapable de... Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de début, de milieu, de fin. Voilà, elle Il y a tue des des personnages successions qui de sont déjà phrases. morts ou ce genre de choses. Il meurt au début, on donne la solution au début, enfin, ça n'a pas de sens. Il n'y a vraiment pas de sens. On a l'impression très perturbante de regarder un vrai texte, de lire un vrai tome de Georges Martin, alors qu'on n'arrive pas à faire sens. C'est très très perturbant. Vous l'avez lu? Non, pas du tout. Enfin, j'ai jeté un petit coup d'œil aux premières phrases, oui. Et oui, on a vraiment l'impression de lire un vrai roman avec des personnages, avec une intrigue, etc. Sauf que quand on y regarde de plus près, on se rend compte que non, il n'y a rien, il n'y a pas d'histoire. Donc c'est à la fois bluffant et on se dit qu'il y a encore énormément de chemin à faire. On parlait des pizzas cet après-midi qu'on pourrait bientôt construire avec une imprimante 3D en mettant des cartouches avec de la tomate, de la salade, un peu de pâte. Dans 20 ans, avec l'intelligence artificielle, on pourra faire quoi? On vous donne encore la parole parce que c'est très intéressant ce que vous dites. Oula, dans 20 ans. L'intelligence artificielle permettra quoi? Un peu de science-fiction ou de science? Bonne question. Alors là, honnêtement, je n'en ai aucune idée, parce qu'il faut bien se dire qu'il y a, donc, par exemple, pour le moment, une des vagues qui est en train de pas mal modifier les choses, c'est ce qu'on appelle le deep learning. Alors c'est quelque chose qui date des années 80-90, mais qui a vraiment explosé maintenant depuis une dizaine d'années, parce que la technologie est prête, parce que les gens sont prêts à y croire, à investir des grosses sommes d'argent. Et on fait des choses qui, il y a 10 ans, étaient juste impossibles. Par exemple, vous avez certainement déjà tous vu ces fameuses images où on prend votre portrait et puis on a un programme qui le peint comme si c'était Van Gogh qui le peignait. Ou par exemple, simplement des programmes qui vont aller reconnaître des images, etc. Chez Vigo Universal, avec des photos, ils font des petites statuettes qui reconstituent l'être humain. Je rigole parce qu'effectivement, on fait ça on a une demande de ce type-là. Donc, ce que tu viens de dire. Voilà. Et c'est à la fois passionnant. Et il y a 10 ans, c'est des choses qui étaient totalement infaisables. Je ne connais plus les chiffres, mais on est passé, par exemple, quand on regardait le pourcentage de visages qu'on reconnaissait à une fameuse compétition, on a gagné des dizaines de pourcents d'un coup. Et donc, c'est vraiment des ruptures technologiques. Ça ressemble à du Van Gogh. Oui, on peut faire votre tête en version Van Gogh. Tapez sur Internet, Van Gogh, etc. Vous allez vraiment avoir l'impression que c'est votre portrait, mais façon impressionniste. Donc c'est vraiment des ruptures technologiques qui sont difficiles à prévoir. En tout cas, ce que j'espère qu'on va voir, c'est de plus en plus d'interaction avec les humains. Parce que pour le moment, ce sont des technologies qui sont fortes. On doit accepter le résultat, quel qu'il soit. Et une des vagues qui est en train de prendre de l'ampleur dans le domaine de l'IA, c'est justement remettre l'humain au centre du bazar. Et donc permettre à l'humain de dire, OK, en fait, non, ce n'est pas ça que je veux comme résultat, c'est autre chose. Revois ta copie chez l'ordinateur et rien me présenter autre chose. Évidemment, on espère que l'humain puisse dire quelque chose un peu plus informatif que juste, c'est pas bon. Lui dire, par exemple, voilà, en fait, c'est plutôt ça que je voulais ou plutôt ça. Et donc ça, j'espère que c'est vraiment le genre de choses qu'on va voir exploser parce que c'est peut-être... Je m'avance, ce n'est pas vraiment mon champ d'expertise, mais c'est peut-être une des solutions justement aux craintes qu'on a de remplacer les humains, etc. Ici, on parle plutôt d'intégration, d'interaction entre les humains et les IA, plutôt que de supplanter un humain par une IA, ce qui dans certains cas... Parfois, il y a un conflit entre l'un et l'autre, et ils peuvent aller en symbiose. Voilà, oui, tout à fait, une symbiose, j'aime bien le mot. Voilà, on est d'accord sur ce point. Philippe Kreter, vous présentez Innovatech, qui est subsidié par la Wallonie, c'est l'argent public. Voilà, les fonds sociaux européens. Et vous essayez de promouvoir les innovations wallonnes. On a vu une démonstration ici, je vous la recommande, c'est Invineo, enfin il y en a d'autres, Invineo qui a eu le prix du public d'Innovatech lors du salon à Herstal récemment, qui est un distributeur de vin hors du commun, et c'est du bon vin, donc allez-y. Aujourd'hui, c'est gratuit en plus. On fait la pub. Et donc, vous êtes derrière pour justement donner quoi? Donner corps à ces innovations wallonnes qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'un corps pour exister, parce que c'est pas évident qu'on est inventeur. Voilà, il existe en Wallonie, et c'est tant mieux pour les petites et moyennes entreprises. Parlez bien fort. Ouais. Il existe en Wallonie, et c'est tant mieux pour les petites et moyennes entreprises, toute une série d'aides qui existent, qui ont été mises en place. Digital Wallonia en représente, la région wallonne en a une kyrielle. Et donc, ce qu'on s'était rendu compte, ce que les autorités se sont rendues compte à un moment, c'est que c'était bien. À un moment, il fallait aussi avoir des êtres humains derrière qui pouvaient coacher
un développeur, un créateur, quelqu'un qui portait une idée. Qui est parfois un peu seul. Qui est souvent dans son très atelier. seul, et c'est le cas de la plupart de nos indépendants. Ce sont des gens qui... il faut savoir que nous avons en Wallonie la plus petite taille des entreprises d'Europe. Donc en général, nos entreprises, nos PME, sont de moins de 10 personnes. Et donc, la solitude d'un indépendant, on le connaît, surtout dans ses débuts, et donc il a besoin d'un coach. Il a besoin à un moment de pouvoir activer un certain nombre d'aides dont il ne connaît pas l'existence. Et donc, les aides, ça peut être des aides de type technique. Donc, il existe des supports, des centres de recherche qui peuvent aider des universités, des hautes écoles, qui peuvent aider l'entrepreneur à développer l'idée techniquement, ou en tout cas la valider. Il existe une série de soutiens financiers aussi qui peuvent venir en support au début. Et ça, vous ne donnez pas d'argent, vous soutenez. Nous, on ne donne pas d'argent. Vous êtes du conseil. On fait du conseil et on est, je dirais un peu, la meilleure définition de ce qu'on est, c'est un entrepreneur qui a dit à un de mes collègues, moi, quand j'ai un souci avec mon entreprise, je fais « Allô Bruno ». Et on est le coach qui est là tout le temps, présent quand l'entrepreneur en a besoin. La plus incroyable innovation que vous avez lancée, auquel vous avez mis un pied. C'est tous les jours, il y en a d'incroyables. Moi, je trouve que vous avez parlé d'Invineo. Oui, mais une autre. Une autre, Soline, qui est présent, voilà, il fait grand signe. Ils font quoi? Alors Soline, c'est génial. Donc ils ont tout compris à la Silver Economy. Donc je dirais ces personnes qui, âgées, n'ont pas envie de partir en maison de repos, ont envie de rester chez elles, mais se retrouvent parfois dans des situations physiques qui les empêchent de pouvoir continuer à vivre normalement. Et donc, Soline adapte la maison, adapte l'univers dans lequel cette personne va vivre pour que, quel que soit son état physique, elle puisse garder son autonomie la plus complète. Grâce à quoi? Grâce à une boîte? Alors, grâce à Soline. Donc, Soline, c'est un outil qui intègre une série de technologies. Quelqu'un qui va nourrir la personne plus âgée? Alors, je ne sais pas si elle va nourrir la personne, c'est peut-être dans ses projets. Non, mais en tout cas, qui va activer des moyens de reconnaissance. Imaginons qu'il y a un souci quelconque, que cette personne perd pied dans la maison, fait une chute. L'alerte est donnée. Alors, les capteurs qui sont présents dans la maison vont à un certain moment détecter qu'il y a un problème. Et donc, non seulement vont appeler les secours, mais vont permettre aux secours d'identifier rapidement l'endroit, et dans la maison, l'endroit où se trouve la personne. On gagne du temps et chaque seconde compte, évidemment, dans ces cas-là. Comment dites-vous? On gagne du temps et chaque seconde est importante. Voilà. Compte. Mais il est capable aujourd'hui de permettre à cette personne de faire ses courses simplement par appel vocal. Donc, une des solutions qu'il a développées, c'est effectivement que tout puisse se faire par la voix. Donc je veux du fromage, hop, Soline, le fromage arrive. Commande-moi du fromage. Et le fromage sonne à la porte. Et le fromage sonne à la porte, en tout cas son livreur. C'est magnifique. Benoît Huc, la Wallonie a rattrapé son retard. Vous pensez qu'il y a vraiment des innovations de top niveau et qu'on est à la pointe de la technologie désormais, ou qu'on peut encore mieux faire? On peut certainement encore mieux faire. Donc moi je dirais que si on regarde en termes macroéconomiques, en termes de pourcentage du PIB, la région wallonne au niveau du secteur du numérique, donc le secteur qui innove dans le numérique, on est à 2,5-2,6% du PIB wallon. Les néerlandophones sont à 3, quelque chose. Donc ils sont 30% plus haut, 40%. On a une marge de progrès, soyons positifs. C'est bien. On a une marge de progrès. Ce qui est important, je crois, c'est que on le sent de plus en plus, c'est qu'effectivement, à la fois dans la sensibilisation, il y a quand même pas mal d'efforts qui ont été faits, donc il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui sont au taquet. Il y a aussi de plus en plus d'acteurs de la société, que ce soit dans les écoles, que ce soit au niveau des différents pouvoirs locaux, etc., qui effectivement ont compris que le numérique pouvait être une source de progrès. Et donc là, c'est important. Je crois qu'il y a encore certainement des marges d'amélioration dans le fait qu'on a de très bonnes universités en région, en Wallonie, mais aussi à Bruxelles. Et effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'on est suffisamment, je dirais, conscient de ces forces en termes de recherche? Est-ce qu'on utilise suffisamment
le résultat de cette recherche pour l'innovation dans les entreprises? Est-ce qu'on essaye de se spécialiser dans des thématiques importantes? Je parlais tantôt avec un entrepreneur des domaine des données, du big data, open data, etc. Est-ce qu'on ne doit pas, par rapport à certaines thématiques, se centrer plutôt que disperser un peu la recherche dans toutes les directions, et surtout faire le lien avec l'innovation des entreprises? On n'a pas de pôle de compétitivité au niveau du numérique. C'est pas un pôle, c'est pas les 5 pôles. Parce qu'effectivement, le numérique est transversal. Le numérique, c'est aussi dans le pharmaceutique, dans le biotech, dans l'industrie manufacturière. Mais on perd quand même parfois ce lien entre innovation et entreprise. Et je crois que là, il y a certainement un progrès encore à réaliser en Wallonie. Christophe Hermans, vous vous sentez soutenu par les institutions wallonnes, par les réseaux Oui, il y a quand même pas mal d'aides. Je dirais même que... Vous en avez reçu, vous? Oui, on en a reçu. C'est plutôt des fois difficile de savoir lesquels prendre et lesquels on a droit. Donc il y a beaucoup d'aides. Il y a du travail qui est fait là-dedans maintenant pour réorganiser. Mais c'est vrai que souvent, le problème de l'entrepreneur quand il a une petite société, c'est arriver à décrocher cette aide parce que c'est très chronophage et qu'il n'est jamais sûr de l'avoir. Mais il existe beaucoup de choses et il faut se renseigner. Et c'est toujours difficile cette démarche d'aller vers les organismes et d'essayer de trouver ça. Donc, voilà, l'information est importante. Vous avez développé aussi une visite au château de Chimay. Faites la promo en 20 secondes. Oh, la promo en 20 secondes, rendez-vous au château de Chimay, allez visiter, c'est joli, c'est merveilleux. C'est quoi, c'est un audio guide? C'est un audio guide? Plus sérieusement, en fait, on s'est rendu compte que dans les musées, il y avait un gros problème. Le premier, c'est qu'ils n'ont pas de budget pour régulièrement mettre à jour leurs applications. Donc nous, on crée une application pour les musées où le musée peut lui-même mettre à jour le contenu de sa visite virtuelle. Et donc, sa visite virtuelle ou sa visite sur son audio guide ou son smartphone, sa tablette qui l'accompagne. Et donc, le château va mettre les données sur un back-office qui vont tout de suite être répercutées dans la tablette qui va accompagner le visiteur. Et donc, à Chimay, vu qu'ils déplaçaient régulièrement les pièces et les œuvres d'art, dans l'administrateur du château dit simplement, dans cette pièce-là, maintenant, j'ai telle œuvre d'art et il y a telle attraction, il y a telle explication. Et l'utilisateur, quand il vient avec son smartphone, il a directement les informations. Et en combien de langues? Alors, il y a 4 langues et en plus, il y a des traductions pour enfants. C'est quoi les traductions pour enfants? C'est simplement que quand on se rend dans un musée, traditionnellement, on a des panneaux et des fois, le panneau, le texte ne sait s'adresser qu'à une seule personne. Grâce à ça, nous, on peut s'adresser à plusieurs niveaux d'âge. Et donc, vous avez des textes qui sont écrits avec des dialogues pour des enfants de moins de 12 ans et puis vous avez des textes pour les adultes, ce qui permet d'avoir différents niveaux de visite, en fait. Le prince est content? Oui. Voilà, le prince et la princesse de Chimay, des personnes hautes en couleur. On revient vers vous, David. Parfois, ça ne marche pas, le marketing en ligne, ou ça marche à tous les coups? Alors donc ça ne marche pas forcément à tous les coups, l'expérience évidemment d'être visible, enfin en l'occurrence. Il y a des bad buzz parfois qui font qu'on perd des plumes. Alors il y a des bad buzz pour lesquels... Parce qu'un restaurateur qui se met en ligne et qui a que des avis négatifs, c'est une catastrophe. Il aurait mieux fait de ne pas aller en ligne. Alors, mais il faut savoir que on met du fluo sur uniquement ce qui existe. Et donc, le cas du restaurateur, c'est un cas vécu pour nous. C'est un restaurateur que, lorsqu'on l'écoute, eh bien, il est formidable, mais c'est juste que ses employés sont contre lui, les clients ne sont pas au rendez-vous, pourtant il se bat, etc. Et donc, on crée sa page Facebook, on crée du contenu, on met en place une vidéo, et en fait, on se rend compte que dans les 24 à 48 heures, nous sommes au 7e avis négatif sur sa page, des gens qui vont mettre des avis, et les gens disent, plus jamais je ne mettrai les pieds là-bas, car le patron... C'est quoi le nom du restaurant? Dites-nous. Alors donc le nom du restaurant, je pense, c'est la note salée, mais je ne sais plus. C'est vrai, la note salée, c'est un nom. Non mais alors là, on comprend vite. On ira ensemble, Luc. Alors, on comprend vite, et ça c'est quelque chose que je vais dire aux gens qui sont présents ici et les gens qui nous suivent donc en direct sur le YouTube de Unamur, c'est que comme on ne met uniquement du fluo sur ce qui existe, c'est bien la preuve que sur les réseaux sociaux, on doit être vrai. Et généralement, une entreprise qui cache, une entreprise qui a une stratégie, je vais dire, trop maquillée, ça ne dure jamais longtemps.
Et vous voulez dire aussi que avec Facebook, on ne peut pas tricher, ce sont les vraies identités, les avis sont réels? Oui, ce qui fait en grande partie donc, le succès de Facebook, et c'est qui, chez AV Production en tant qu'expert, on le pense, c'est ce qui va lui donner la plus grande longévité au niveau des réseaux sociaux, c'est qu'il faut savoir que Facebook tient son origine justement de par le mot Facebook, donc de l'université d'Harvard, c'est ce bouquin sur lequel en fait on trouve les photos des étudiants. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant Facebook, il existait des réseaux, mais on pouvait s'appeler Captain America, ce que l'on voulait. On pouvait prendre un pseudonyme. Et Facebook est un des premiers réseaux, et je pense que vous pouvez me confirmer pour ceux qui sont experts ou qui en tant que la police, donc justement on peut le voir, c'est utilisé justement par la police pour retrouver des individus. Eh bien, c'est le réseau qui impose justement de mettre sa véritable identité. Et ça change tout. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les données collectées par Facebook sont des données à très haute valeur ajoutée pour justement des entreprises comme la mienne qui les utilisent pour aider les autres. Il y a aussi des règles et des contraintes. C'est pas un site propre à soi. Pas question de parler d'alcool, par exemple, pas question de parler de sexe, évidemment. Oui, voilà. Cigarettes, tant mieux. Donc, oui, bien sûr, dans un sens, tant mieux. Maintenant, il y a quelques exemples, évidemment, qui nous ont fait sourire, comme par exemple, c'était un personnage politique en Danemark, c'est ça, au Danemark, qui avait utilisé donc la photo de la petite sirène de Disney comme photo de profil. Elle a été refusée pour clause de nudité. Moi, dans une des vidéos donc d'un client, nous avions mis en évidence le Mannequin Peace de Bruxelles. Il nous a été refusé dans une vidéo pour nudité. C'est sexuel, évidemment. Alors donc ça, évidemment, c'est simplement un serveur, un robot, une intelligence artificielle, comme dirait donc notre collègue ici, qui veille évidemment à ne pas avoir ce type de contenu sur Facebook. Donc voilà. Donc oui, il y a des règles. Et alors, pour revenir au début de votre phrase, c'est important aussi de le dire, c'est que lorsque l'on crée une page Facebook pour promotionner un produit ou un service, cette page ne vous appartient pas. Elle reste évidemment la propriété de Facebook. Mais bien entendu, c'est un peu le jeu, pas pauvre Lucette, mais qu'est-ce que c'est formidable de pouvoir toucher des milliers de personnes très rapidement. Une des arnaques, c'est le phishing sur Internet. Il y en a d'autres. C'est quoi les arnaques les plus courantes? Laurent Bounamo pour la police. Non, le phishing, donc de manière générale, il y a un des derniers rapports de sécurité d'une grosse boîte américaine, Verizon, qui montre bien qu'il y a plus ou moins dans la majorité ce qu'on appelle des data leaks, donc les pertes de données, donc le vol de données et ça, la c'est diffusion. Les rançons, c'est le système des rançons notamment? C'est le fait d'avoir pu mettre la main pour une organisation criminelle sur des données d'une entreprise ou d'un citoyen et de les rendre publiques à un moment sur le web, souvent parce qu'en effet, on n'a éventuellement pas payé. Et donc ça, la majorité de ces incidents-là sont dus à du vol d'identifiants, de login, mot de passe, par exemple. Mais pour une personne privée comme moi, c'est grave? C'est un problème? Ou c'est un problème pour une entreprise, par exemple? Ce sera tout aussi grave pour vous, parce que si on a vos coordonnées, eh bien, on va toucher, c'est ce qu'on appelle alors le fait de pouvoir toucher tout votre entourage. Donc on va faire semblant, quelqu'un va voler votre identité. On peut vider mon compte bancaire, par exemple, c'est comme ça le plus embêtant. Disons pas aussi facilement, simplement en ayant maintenant. Non, il faut reconnaître que la Belgique, à ce niveau-là, commence à être de mieux en mieux sécurisée. Et maintenant, pour faire des virements bancaires, il y a quand même une belle procédure qui a été mise en place avec sa carte, et on doit appuyer sur M1, voilà. M2, etc. Ça marche pas mal. Oui, il y a encore moins pour les grosses organisations criminelles de trafiquer et de se faire passer, d'intercepter les données, disons. Enfin, ça se fait quand même de moins en moins, et c'est pas à la portée de tout le monde. Mais pour un individu, se faire voler ses données simplement parce que l'ensemble de son compte, je ne sais pas si maintenant sur vos adresses mail, toutes vos photos sont là. Je prends l'exemple d'une grosse boîte américaine où vous avez tous vos mails. Vos mails, ils sont archivés, vous n'en virez maintenant plus aucun, donc vous pouvez tout garder. Et quelqu'un qui aurait accès à tous vos emails, à toutes vos photos, ce qu'on appelle, que ce soit Dropbox, mais OneDrive ou autre, ou de manière automatique, dès qu'on prend une photo avec son smartphone, toutes les photos sont d'office mises dans le cloud. On reparlera peut-être du cloud après. Eh bien, quelqu'un qui vole votre identité peut vous faire chanter de manière relativement sérieuse et a accès à tout votre réseau. Et en demandant par exemple de l'argent parce que vous avez des problèmes soi-disant. Oui, ça c'est classique, le gars qui met je ne peux pas te téléphoner, je suis en difficulté et donne-moi de l'argent. Mais ça, tout le monde sait que c'est faux. Non, pas tout le monde. Non, tout le monde ne sait pas encore malheureusement que c'est faux, parce qu'il y a cet aspect sentimental. Quand on a un de ses proches dans le besoin, on a plus vite tendance à croire en tout cas à une histoire qui, quand on le voit de l'extérieur, semble un petit peu abracadabrante, mais
il y a quand même pas mal de gens donc, qui cliquent, hein, c'est un petit peu ça le problème, ou qui versent de l'argent, ou qui cliquent, et là on rappelle ce que c'est que le phishing. Il y a des arnaques plus sophistiquées aussi. On imite même la voix du directeur de l'entreprise en disant « Cher secrétaire Nadine, envoie-moi de l'argent, je suis à Athènes. Tout à fait. C'est la fraude au président. Voilà, c'est ça. On l'appelle. C'est très important, qui a coûté quoi, 32 millions d'euros aux entreprises belges l'année dernière. Oui, je ne connais pas exactement les chiffres. C'est ce que disait Olivier Bogart cet après-midi, 32 millions d'euros de pertes pour les entreprises belges l'année dernière. C'est quand même gigantesque. Ouais. La fraude au président, c'est quoi ? C'est le fait justement d'avoir contacté d'une manière ou d'une autre, d'avoir pu se faire passer éventuellement pour le Chief Financial Officer, par exemple, et de contacter alors en son nom ou avec un email souvent urgent, pressé, un petit peu sec, et la secrétaire qui a accès éventuellement au système pour faire les transferts, ou au service comptable simplement, n'ose pas aller à l'encontre d'un ordre qui a été donné par soi-disant la personne en question, hein, le vol d'identité dont on parlait tout à l'heure, et donc qui fait la manipulation financière. Et donc ça, c'est relativement embêtant. Est-ce que l'intelligence artificielle ne pourrait pas contrer ça, être plus intelligente que les hackers Oui, ça commence. Monsieur Freinet, oui, inventez-nous quelque chose qui est plus intelligent que le hacker. Donc les systèmes de banque, justement, quand je dis qu'en Belgique, on est bien sécurisé quand même, les banques de plus en plus ont investi dans cette intelligence, et il y a maintenant pas mal de logiciels qui détectent vraiment toutes vos habitudes de paiement, etc. Et dès que quelque chose vient, donc on construit toute une image électronique de vos habitudes, et dès qu'un événement n'est pas par rapport à ce qui se fait d'habitude, eh bien, il y a un signal qui est donné. Et c'est pas normal. Banques, du coup, c'est pas normal. Ça devient quand même pas mal. On pourrait vraiment atteindre un niveau de sécurité plus important encore grâce à l'intelligence artificielle ? Écoutez, là, on sort quand même pas mal de mes compétences. Honnêtement, tout ce qui est cybersécurité, ce ne sont pas vraiment mes compétences. Maintenant, effectivement, clairement, on peut automatiser. On parle ici des détections d'anomalies, etc. Bon, ça, c'est des techniques qui existent depuis quand même déjà pas mal de temps. Et je crois qu'il y a quand même pas mal d'initiatives ici. Bon, il y a le fameux master en cybersécurité, par exemple, qui était ouvert. Ça existe à l'université de Namur maintenant. En fait, c'est plus large que ça. C'était initié par l'ULB et ça regroupe quand même pas moins de, si je ne me trompe pas, 6 entités. Donc il y a l'ULB, l'UNAMUR, l'UCL, l'ERM et l'école royale militaire, l'ERM. Voilà, c'est ça, l'école royale militaire. Et il me semble d'autres écoles, donc désolé oublié. Mais donc c'est vraiment l'association des grandes écoles, principalement francophones, qui se sont unies. Et on voit que dans ce cas-là, il y a une force. Voilà. Et donc là, il y a pas mal de choses. Il y a énormément de compétences qui ont été mises sur la table. Ici, à Namur, on donne par exemple des cours plutôt liés sur justement tout ce qui est analyse de données, etc. Aussi sur les aspects juridiques. À l'UCL, plutôt sur les aspects crypto. J'imagine l'ERM, plutôt les aspects forensiques, etc. Donc il y a énormément de compétences ici qui ont été mises en œuvre. Et ça a quand même beaucoup de succès. Monsieur Abra, vous vouliez compléter ? Oui. Je voulais rebondir sur votre question sur le profilage. Dites-nous. Pour dire chaque fois, on a la technologie qui est la meilleure et la pire des choses, parce que le profilage, on connaît vos habitudes et on le présente parfois comme quelque chose de négatif, parce que connaître mes habitudes, c'est une atteinte à la vie privée, savoir à quelle heure je me connecte, savoir de quel device je me connecte, etc. Mais en même temps, c'était la question de M. Boursus, c'est une façon de vous protéger aussi. Donc on est toujours entre la force de technologie, elle est utilisée par les bons et les méchants, le profilage. C'est un peu gênant. Maintenant, je change de téléphone, je vois plein de demandes confirmées. Est-ce que vous êtes sûr que c'est vous-même, etc. Donc, ça veut dire qu'ils savent beaucoup de choses sur moi, mais en même temps... On change d'ordinateur et le compte Yahoo vous demande bien si c'est vous. Voilà. Et Facebook également, en reconnaissant des amis qu'on ne connaît pas puisqu'on les a acceptés quand on avait bu un coup de trop. Christophe ? La principale qualité de hacker, c'est d'être créatif. C'est de trouver un nouveau système, une nouvelle façon ou une faille dans un système pour le pervertir. C'est comme les dopés en cyclisme, voilà. Ils sont toujours un pas plus loin que... C'est une recherche. Or, généralement, effectivement, l'intelligence artificielle actuellement se base sur l'étude de données empiriques et une somme de données pour pouvoir contrer ça. Mais ici,
le hacker, il est créatif, et le problème des gens qui sont dans la cybercriminalité, c'est toujours trouver, mais comment il a fait ça? À partir du moment où on sait comment il a fait, généralement, on sait comment le protéger et comment le corriger. Et donc, c'est une bataille incessante entre des gens qui vont chercher des failles et des gens qui vont passer le trou à les reboucher. Alors, il y a des hackers qui sont des hackers de haut niveau, qui sont des gens qui vont découvrir ces failles, et puis on a des gens qui sont juste des gens qui font des mèmes, qui sont des copieurs, des gens qui vont passer en deuxième vague et qui vont voir « Ah, j'ai entendu que ça marche, et je vais essayer de le faire ». Et les hackers de haut niveau vont souvent s'intéresser à des cibles qui sont à fort potentiel en argent pour récupérer. Ce sont des génies, les hackers de haut niveau? Oui, ce sont des génies. Et généralement, ces hackers finissent de l'autre côté de la barrière et sont engagés par des sociétés pour protéger justement les systèmes informatiques. Et puis après, il y a les deuxièmes, il y a les gens qui vont, entre guillemets, eux, ramasser les miettes, qui vont passer derrière les entreprises qui n'ont pas sécurisé leur système avec des failles qui sont connues. Donc on a vraiment deux niveaux de hacking. Certains peuvent être peut-être protégés via de l'intelligence artificielle, et de l'autre va demander une intelligence beaucoup plus forte et de la consultance beaucoup plus puissante. Très bien, on va terminer sur le cloud. Est-ce que quand on met ces photos dans le cloud, on peut payer en euros par mois pour clouder ces photos de l'iPhone, par exemple? On peut avoir 50 gigas, je pense. Est-ce que ça, c'est intéressant? Est-ce que c'est vraiment protégé? Ou est-ce que tout ça, ça reste attaquable? Pour moi, il n'y a pas de système qui soit entièrement protégé. Vos données, elles sont stockées physiquement quelque part. Elles sont où? Quand c'est dans le cloud, c'est dans des machines qui sont où? Le cloud, ce n'est jamais que l'ordinateur d'un autre. C'est pas compliqué, tout le monde s'imagine plein de choses sur le cloud. Le cloud de l'iPhone, c'est où, par exemple? Ce sont des data centers, donc des espèces de bunkers qui sont enfermés quelque part dans le monde. On ne sait pas où. En Irlande, un peu partout, Pérou, un peu partout, suivant les voilà. À Saint-Guilain. suivant les sociétés. Donc Google en a un Saint-Guilain, OVH en a un Roubaix. Enfin, voilà, les données sont réparties à différents endroits et il y a un accès à ces données. Il y a un moyen d'accéder à ces données. Donc, si comme tu disais tout à l'heure, vous n'avez pas protégé votre mot de passe, ça peut être dans un bunker avec une armée autour. Si la personne a la clé de rentrée, vos données ne sont pas sécurisées. Et c'est souvent les bêtises qui permettent aux gens de rentrer. Et on se rend compte que dans les mots de passe, le nombre de gens qui mettent des 1, 2, 3, 4, 5, qui mettent leur date de naissance, le nom de famille, le nom de leurs enfants, c'est ça le gros problème. Et généralement, il suffit d'une petite faille pour rentrer dans une société via la secrétaire qui a mis le nom de son chien. Et puis après, on accède à la boîte mail et on passe de personne en personne. Et les hackers qui sont intelligents vont d'abord rentrer, ne vont pas se faire reconnaître, vont analyser les données, chercher les failles, passer d'un ordinateur à un autre et aller chercher de plus en plus loin jusqu'à vraiment avoir un intérêt et paralyser tout le système. C'est là la différence aussi entre le hacker qui va arriver, il va faire péter le premier ordinateur qu'il va trouver. Là, c'est pas trop grave. Mais on a vraiment différents niveaux de criminalité dans ce cadre-là. Benoît Huc, Digital Wallonia est à la pointe pour la cybersécurité? On espère en tout cas ne pas être hacké au niveau de nos systèmes, mais en fait, la partie cybersécurité est un point effectivement important. Et donc, dans le cas des fameux systèmes de chèque entreprise qui permettent aux entreprises de pouvoir accéder à des compétences de conseil, si je puis dire, à moitié prix, il y a un chèque, un label cybersécurité qui va être lancé, on l'espère, début de l'année prochaine. Donc vous donnez des chèques, des bons de réduction? Des bons de réduction, 50%. Donc, c'est bien. Tout est numérique, tout est numérique. Et ils sont donnés dans les 8 jours ouvrables. Donc si le dossier est rentré, s'il n'y a pas de réponse, ça veut dire que c'est OK. Donc on est quand même dans une autre dimension au niveau rapidité. Et donc le label cybersécurité permettra aux entreprises de savoir quelles sont les bonnes pratiques en matière de cybersécurité, et le chèque leur permettra de pouvoir être conseillés sur cette thématique. Et donc ces deux aspects seront normalement lancés début 2018. J. Abra, le mot de la fin de ce débat, puisque vous êtes le recteur de l'université, je pense que c'est normal qu'on vous donne le mot de conclusion. Mais je crois que dans ma dernière intervention, je tiens à insister, la technologie nous promet des lendemains enchantants, on va dire, des lendemains qui chantent, mais en même temps, on voit bien le risque. Je reviens un peu par rapport, on a parlé beaucoup de Facebook, mais Vous êtes sur Facebook, vous, hein, vous êtes actif? Oui. Vous avez combien d'amis? Pas très actif. Non. Vous avez combien d'amis? 500 ou quelque chose comme ça. Vous acceptez tout le monde? Mais au-delà de l'aspect communication, ce que je veux souligner, toujours la technologie, parce qu'il ne faut pas qu'on développe une technophobie, la technologie qui nous aide, et j'insiste parce que je vois bien mon voisin Sébastien ici, l'entreprise qui s'intéresse par exemple aux personnes âgées, c'est cette technologie-là qu'on a envie de développer et qu'on a envie d'encourager. Et les risques qu'on prend, mais ils doivent être contrés. Donc restons un peu dans cette innovation qui aide le citoyen, qui aide le namurois, qui aide
tout le monde à être meilleur, notamment les plus faibles, les personnes âgées, etc. Namur qui sera la capitale numérique voilà. De la Et les Wallonie risques, bientôt. on en parle et on essaye de les contrer, mais en grand et adulte, sans oublier les bénéfices de la technologie. Voilà, et on ne les oublie pas. Luc Genard, vous concluez cette heure de débat. Prenez un micro, hein, comme ça, on pourra donner le top départ pour le networking, pour les tables tournantes. Exactement. Donc, on a eu le débat. Maintenant, on doit se retrouver à table et pouvoir poursuivre ce débat. Parce que l'objectif, c'était ça, c'était le networking. C'est pouvoir vous éveiller des idées ou des questionnements que vous pouvez vous poser sur base des débats qu'il y a eu. Et donc, profitez-en pour... en table ronde mouvante, hein, donc on va changer de plat en plat la composition de la table. Ça permettra de pouvoir exposer, poursuivre le débat, mais de manière plus intime et par plus petits groupes. Donc je vous invite à venir ici à l'étage. Les repas sont prêts et sont là pour vous dynamiser. C'est quoi le menu ? Oh, je n'en sais rien. C'est la surprise. Ce sera la surprise. C'est la surprise du menu wallon. Je ne sais pas. Oui, tout à fait. Du menu numérique. Tout à fait. On a un excellent traiteur qui a travaillé déjà toute l'après-midi. De la pizza en 3D. Non, c'est bien mieux que ça. Je crois que ce sera bien. Merci à vous en tout cas de votre participation et profitez encore de ce moment à l'Université de Namur et de ce Nino 2017, c'est la 4e édition. Et elle continue demain, bien sûr. Merci et très bonne soirée.